J'ai l'honneur d'inviter Monsieur Louis Constant Marie Yankadia, pour être plus précis. Il est architecte de formation, ancien ministre de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme, et sous-secrétaire général des Nations Unies pour la Convention de lutte contre la désertification. Et actuellement, il dirige un think tank qui travaille sur la durabilité des services aux citoyens. Monsieur Yankaya, dont la pensée éclaire la relation entre la durabilité, la gouvernance et la responsabilité territoriale. À la suite de M. Yankaya, je vais inviter M. Jidas Guéla. Jidas Guéla est de nationalité burkinabé et il est cofondateur du Wakat Lab, un laboratoire d'innovation qui produit de merveilleux résultats aussi. Le dernier intervenant de ce panel est M. Francis Bokosa, ingénieur environnementaliste. Il est chef projet à Blue Lab Bénin et il enseigne dans les universités publiques et privées au Bénin et travaille actuellement sur la mesure de la pollution atmosphérique dans de nombreuses villes africaines. Tous ces acteurs, comme vous le constatez, expérimentent au quotidien de nouvelles manières de faire, de fabriquer, d'habiter et de vivre la ville africaine. Et donc, vous comprenez avec moi que la diversité de leur parcours et expérience illustre la conviction qui nous réunit, c'est-à-dire l'avenir des villes africaines se construira dans la rencontre entre la science, la technologie et la culture. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nos échanges dureront à peu près 90 minutes et s'articuleront à 3 niveaux. Dans un premier temps, nous ferons un tour de table pour cerner les enjeux et visions de chacun. Ensuite, le public, à travers un débat interactif, répondra ou posera des questions structurantes. Et enfin, une ouverture participative qui permettra de synthétiser les débats. Je vous invite donc, chers participants, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à écouter, à interroger, à contredire peut-être, mais surtout à construire ensemble une parole africaine sur la ville, une parole qui réconcilie nos héritages et nos innovations. Je vous remercie. Monsieur Guéla, vous qui êtes en permanence dans la fabrique des solutions aux couches les plus vulnérables de la société au Burkina, dites-nous réellement quel modèle urbain en Afrique aujourd'hui, selon vous, peut inspirer nos villes futures en Afrique. Autrement dit, après avoir développé un certain nombre de solutions, est-ce que vous avez vraiment des modèles sur lesquels on peut s'inspirer pour construire la ville de demain? Ok, merci beaucoup pour la question. Il faut dire que le thème, il est inspirant, c'est un thème qui est assez vaste, parce que construire la ville africaine de demain implique beaucoup d'actions, donc qui est de l'urbanisation aux solutions, à l'éducation, à la mobilité. Et moi, je vais beaucoup plus m'orienter sur le domaine aussi de l'éducation, parce que il faut dire que malheureusement, on a une approche éducative donc qui n'est pas forcément adaptée, parce que on est dans des pays à fort potentiel où on a une jeunesse qui est vraiment grandissante. On est dans des pays, quand je prends l'exemple du Burkina Faso, je sais qu'un peu partout en Afrique c'est presque pareil. On a 70% de la population qui a moins de 30 ans. Donc ça veut dire que c'est une population vraiment très jeune. Et on a régulièrement au fait des approches éducatives qui ne sont pas forcément en phase avec le besoin. Donc on fait sortir des compétences qui après on a un taux de chômage qui est assez élevé.
Et aujourd'hui, ce qu'on fait dans nos espaces d'innovation, c'est de réadapter tout cet environnement-là. C'est comment est-ce qu'on arrive à pouvoir adapter et à faire sortir des compétences qui sont utiles et qui peuvent tout de suite être mis sur le marché de l'emploi. Des gens qui ont la capacité de pouvoir concevoir, fabriquer, innover et de répondre à un besoin immédiat. Et dans ce sens, on arrive au fait à pouvoir construire des compétences comme ce que Monsieur le ministre a dit aujourd'hui. On arrive à construire des compétences qui sont très utiles et qui peuvent tout de suite être des leviers pour le développement économique de nos villes. Et quand on rentre dans le domaine aussi de l'agriculture, pour revenir avec une solution assez concrète dont il en a parlé, on a aujourd'hui nos espaces agricoles qui sont de plus en plus réduits. Donc, avec l'urbanisation, on n'a plus forcément assez d'espace pour pouvoir faire de l'agriculture traditionnelle. Donc, on est aujourd'hui amené à pouvoir développer des nouvelles méthodes agricoles qui peuvent aller de l'agriculture hors sol, de l'agriculture intelligente, donc de la culture en hauteur, donc pour pouvoir exploiter le peu d'espace que nous avons et produire pour avoir encore plus de production en optimisant évidemment au fait l'environnement. Donc en utilisant de la technologie pour pouvoir contrôler l'espace, pouvoir contrôler notre espace agricole, pouvoir contrôler la croissance de nos plantes. Donc c'est dans ce sens où la technologie est aussi un levier important pour le développement de la ville africaine de demain, en exploitant évidemment nos méthodes ancestrales et pouvoir les numériser et utiliser de la technologie pour pouvoir améliorer la productivité et pouvoir produire ce que nous avons besoin de consommer et faire sortir des compétences qui sont vraiment très utiles. Merci beaucoup, chers collègues. Monsieur Bokosa, vous qui êtes environnementaliste de formation et qui enseignez dans des écoles supérieures, dites-nous, sommes-nous, pour les solutions que vous proposez, dans une logique de rattrapage ou vous pensez que les solutions pour les villes africaines sont carrément à inventer? En fait, je pense qu'au niveau Afrique, il y a énormément à faire à nouveau. Les villes, comme l'a dit donc M. Luc Liakadja tout à l'heure, les villes africaines s'urbanisent. Et il y a eu énormément de choses qui ont été faites par les villes développées déjà. Et aujourd'hui, nous sommes en train donc de nous urbaniser, c'est-à-dire que nous prenons le pas. Est-ce que je dirais que c'est un rattrapage qu'on est en train de faire en matière de précaution? C'est qu'il y a plutôt un grand vide que nous devons combler. Je dirais simplement qu'aujourd'hui, nous, au niveau de en Afrique, nous inventons avec la particularité qu'est la nôtre. Mais il importe de dire qu'aujourd'hui, quand on prend en Afrique subsaharienne, nous n'avons pas véritablement les données qui vont nous permettre de prendre les décisions qui s'imposent pour véritablement pallier à un certain nombre d'éléments. Ok. Donc, vous désignez le manque de données comme un défi majeur pour l'invention des solutions. Mais au-delà de ça, en tant qu'environnementaliste, dites-nous quels sont les défis environnementaux majeurs qui s'offrent aux villes africaines aujourd'hui? Alors, les villes que nous avons, les villes africaines d'aujourd'hui, doivent donc, en s'urbanisant, tenir compte d'un certain nombre d'éléments. Donc, déjà, nous avons parlé d'éducation, il y a la résilience qui avait été abordée, mais c'est que ces villes, en fait, doivent tenir compte un gros volet qui part toujours, c'est notre culture qui part. Parce que, voilà, on veut construire en béton, on veut aménager comme on a trouvé des architectures un peu en Occident, alors qu'en fait, on pouvait faire des dynamiques locaux qui vont mieux répondre et adresser normalement les problèmes liés à notre localité. Donc moi, je pense que les vrais défis doivent se baser sur les besoins locaux pour donner des réponses qui seront vraiment
adaptées à nos besoins. Merci beaucoup. Je vais retourner la parole à M. Yankadia. Monsieur Yankadia, vous qui avez même été, je ne l'avais pas dit lors de la présentation, M. Yankadia a été ancien candidat aux élections présidentielles au Bénin. Donc, vous qui étiez porteur d'une vision pour le développement de votre pays et par la suite sous-secrétaire des Nations Unies chargé de la lutte contre la désertification, comment intégrer la gestion du climat, de l'eau, de l'énergie dans les politiques urbaines locales en Afrique? Merci. Pour compléter ce que mon prédécesseur a dit, les défis environnementaux des villes africaines, on peut compter, comme je l'ai dit, le défi climatique. Les villes africaines sont très, très vulnérables. En fait, 88 villes africaines sur 10 très vulnérables au monde se situent en Afrique. Et cela est dû au fait que les villes africaines se construisent par étalement et que les zones qui sont des zones exutoires sont occupées de façon inappropriée et sans les infrastructures requises. Il y a aussi que la ville africaine, pendant qu'elle s'étale, elle est prédatrice de la biodiversité. Or, la nature est une défense naturelle contre les chocs climatiques, même les chocs exogènes. Et la ville africaine produit davantage de pollution, les déchets, mais aussi la pollution atmosphérique, et j'en passe. Donc ces éléments-là montrent cette vulnérabilité et effectivement, pour pouvoir appréhender les solutions possibles, il faut pouvoir appréhender le défi et donc la donnée est au cœur de cela. Maintenant, comment faire en sorte pour que l'énergie, l'eau, en fait, les ressources naturelles soient à l'avantage de la gestion des villes? Il faut que la ville soit sobre en utilisation de la terre. Okay. Et qu'elle ne s'étale pas à l'infini, qu'elle soit sobre en utilisation de la terre. Que dans son développement, ça signifie que dans son développement, que tout ce qui doit être extension de la ville se fasse de manière à préserver les zones humides sensibles et à préserver la ressource terre et à préserver, comment je dirais, le territoire écologique de la ville. Chaque ville a un territoire écologique, c'est-à-dire les systèmes alimentaires qui nourrissent la ville, les systèmes hydriques qui nourrissent la ville, sont autant de systèmes dont la ville dépend. Je vais vous donner un exemple. En 2018, la ville du Cap n'avait plus que 3 mois d'eau dans son système. 3 mois. Et ils ont dû rationner drastiquement, à telle enseigne que dans les hôtels, il n'y avait plus d'eau pour les urinoirs automatiques, c'est pour vous dire. Et comment est-ce qu'ils sont parvenus à régler le problème? Ils ont mis autour d'une table tous les utilisateurs d'eau du bassin de la ville du Cap. Et 80% d'entre eux étaient des producteurs agricoles. Pour dire comment nous faisons pour mieux capter l'eau, pour l'utiliser de façon plus efficiente et pour que la ville, elle, soit régénératrice. C'est-à-dire tout ce qui est envoyé comme de l'eau dans les égouts, comment on en récupère ou pas. Il y a les eaux bleues, les eaux grises, ainsi de suite. Donc, c'est autant de défis. La ville doit maîtriser son territoire écologique et doit avoir à cœur dans sa planification faire en sorte que chaque croissance de la ville ou chaque action ou investissement de la ville soit de nature régénératrice. Oui. Monsieur le ministre de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme que vous avez été, est-ce que les défis que vous posez ne mettent pas en cause la résilience des infrastructures? Autrement dit, dans nos sociétés, le déficit des infrastructures dans les villes qui se sont développées en marge de la planification, comme vous l'avez dit, le défi est grand. Est-ce que face à ces défis, il faut privilégier le saupoudrage dans les investissements, dans les infrastructures, ou alors miser sur des infrastructures réellement durables, mais qui vont coûter beaucoup plus cher? Il ne faut pas saupoudrer. Quand l'investissement est rare, c'est en ce moment-là qu'il faut surtout veiller à faire des investissements stratégiques. Et donc, il ne s'agit pas de saupoudrer. L'Afrique a un avantage, c'est que pour que nos villes deviennent résilientes, moi je préfère dire ville et territoire résilientes, parce qu'aucune ville intramuros ne peut être résiliente par elle-même
Ce n'est pas possible. Il suffit de regarder les systèmes hydriques, les systèmes d'alimentation qui permettent à la ville de fonctionner. Donc, pour qu'une ville, son territoire soit résilient, il faut précisément que les investissements nécessaires soient réalisés. L'Afrique a un avantage. L'avantage, c'est que presque tout est à faire. Et presque tout est à faire, c'est maintenant qu'il faut faire en sorte que les investissements soient tous climato-compatibles et orientés à conforter le système écologique de son territoire. C'est impératif. La climato-compatibilité des investissements est un impératif. Et pourquoi je dis qu'il y a un avantage à cela? Dans les pays où beaucoup de choses ont été déjà construites, des décennies, pendant les décennies passées, en méconnaissance des projections et des risques climatiques à venir, ces infrastructures-là sont à risque. Là-bas, il va falloir faire du rétrofitting, à savoir faire en sorte que ces infrastructures les mettent à niveau de façon climato-compatible. Nous avons l'avantage de faire du neuf. Il faudra faire du neuf qui soit définitivement et réellement climato-compatible. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je pense que c'est une piste intéressante que vous ouvrez. Et ça m'amène à demander à monsieur Guela quel rôle peuvent jouer les technologies vertes et les innovations low cost dans ce contexte où tout est à refaire, mais de façon durable, et où les ressources deviennent de plus en plus rares. L'exemple du Cap où l'eau le péril était imminent, là, et puis d'autres cas existent aussi. Et quel rôle peuvent jouer les technologies vertes et les innovations low cost dans ce cas? Et je pense que par rapport à cette question, il faut dire que c'est là où tout ce qui peut être la technologie et tout ce qui peut être les innovations technologiques ont un rôle essentiel. Quand on parle de l'économie verte, on parle de l'agriculture, on parle de la ressource en eau qui est de moins en moins disponible. On a toutes ces technologies d'irrigation qui sont d'irrigation goutte à goutte, qui est l'irrigation de précision, donc qui permet aujourd'hui de pouvoir optimiser tout ce qui peut être ressources en eau et avoir une productivité très efficace. Donc la plante tu donnes à la plante ce dont elle a besoin pour pouvoir grandir. Et je pense que ça m'amène à parler d'une technologie qui était vraiment ancestrale, donc aujourd'hui qui a été réutilisée et modernisée. Donc sur cette question justement de ressources en eau, c'est ce qu'on appelle la sous-irrigation. Donc c'était des systèmes où on utilisait pour pouvoir arroser directement sur la racine de la plante. Donc ça permet au fait de pouvoir optimiser. Et aujourd'hui, ça a été modernisé. Dans les temps ancestrales, on utilisait des canaries, donc les canaries classiques, donc où on les plantait et on remplissait cette jarre-là en eau, et on a des canaries au fait qui, toutes les extrémités, il y a comme des petits ports où tu as de l'eau, il y a de l'humidité, donc donc tout autour des canaries, on plantait. Et ça, c'est des techniques ancestrales. Et aujourd'hui, on les a modernisées avec l'apparition de la 3D, donc en faisant des cônes, donc sur lesquels on peut venir le planter sous la plante et permettre au fait à la plante d'être sous-irriguée avec juste 1 litre d'eau. Vous avez une irrigation pendant 7 semaines. Donc, vous voyez jusqu'à quel point on peut vraiment arriver à optimiser en termes de ressources. Très bien, monsieur Guela. Dites-moi, si l'économie circulaire peut être en phase avec les solutions low cost, les solutions intelligentes, les solutions de sobriété que vous proposez pour la durabilité des systèmes. Oui, et l'économie circulaire aujourd'hui, moi je pense que c'est vraiment une des solutions, même qui peut être implémentée dans tout ce qui peut être développement de nos villes, parce que on parle de ressources en eau, on parle de tout ce qui est gestion des déchets. Donc voilà, aujourd'hui, arriver au fait à faire en sorte que tout le circuit puisse être fermé, ça permet de pouvoir réduire cette chaîne de valeur-là et donc de pouvoir au fait avoir une productivité en masse avec des ressources qui est réutilisées. Donc on parle de l'agriculture hors sol. Donc aujourd'hui, on a la capacité de pouvoir produire efficacement dans un espace restreint. On a la possibilité de pouvoir utiliser les ressources en eau qu'on utilise dans nos maisons pour pouvoir
alimenter, au fait, arroser comment on appelle ces plantes-là, on a la possibilité de pouvoir réutiliser aussi, comment on appelle voilà, les feuilles et un peu tout ce que nous avons produit pour pouvoir produire, au fait, du fumier qui va nous permettre de réutiliser pour notre production. Donc aujourd'hui, l'économie circulaire est vraiment une des pistes sur le développement durable de nos villes. Merci beaucoup, Monsieur Bokosa, vous qui êtes environnementaliste, pensez-vous que la durabilité peut s'enraciner réellement dans l'économie circulaire locale? Je vous pose la même préoccupation. Oui, je le pense et je peux même déjà dire tout à l'heure en application concrète dans nos Fab Labs, quand il parlait tout à l'heure de réemploi, de réutilisation, nous avons cette valorisation de déchets là qui est commune à nos Fab Labs. C'est les déchets plastiques par exemple, où justement on travaille à pouvoir les réutiliser ces plastiques pour sortir du filament, les réemployer désormais pour reproduire maintenant de la matière. Donc, je pense quand même que au sein de nos Fab Labs, il y a suffisamment de matière qui donc garantissent ça. Et voilà, en dehors maintenant, quand je reviens sur le plan global, oui, je pense effectivement que c'est la piste la meilleure pour pouvoir optimiser les ressources. De vos expériences, dites-nous quel type d'innovation technologique ou sociale sont les plus prometteuses de toutes vos expériences sur les villes africaines? Alors, expérience la plus prometteuse. Je suis en train de voir. Alors, moi, je peux dire, je suis parti sur, je peux partir peut-être sur la production. Je vais partir sur de la production low cost, encore une fois. Et je vais parler de... il y a plusieurs exemples. J'ai parlé du déchet. Je regarde. Je n'ai pas d'exemple immédiat. D'accord. Quand je prends oui. Par exemple, le truc de l'hydraulique, sur la production simple. Oui, monsieur Guéla, parlez-nous un peu des expériences... Partagez avec nous des expériences burkinabé. Aujourd'hui, une expérience vraiment sur laquelle je peux vraiment m'appuyer, c'est sur la question de la pollution. Vous voyez, aujourd'hui, on parle de la mobilité, de l'urbanisation. Nous avons des villes qui, aujourd'hui, en termes de pollution, il y a énormément. Parce que quand tu prends tous les engins à moteur et tout ce qui peut en suivre, pour une expérience assez palpable, on a une des solutions, une start-up qui est une entreprise qui a travaillé à développer une solution qu'on appelle hydromoteur. Donc l'objectif, c'est vraiment de créer, de pouvoir au fait faire de la production d'hydrogène qui permet au fait de nettoyer tout le circuit d'admission de nos engins à moteur. Donc ce nettoyage permet de pouvoir réduire. Parce qu'aujourd'hui, on parle de consommation, on parle de pollution parce que tu as de la matière grasse qui se pose dans nos moteurs et tout le circuit d'inflammation fait en sorte qu'il y a de la pollution, il y a de la fumée. Et l'objectif d'injecter au fait ce produit d'hydrogène dans le circuit d'admission, de nettoyer un peu tout ce circuit-là et de pouvoir réduire, la consommation des engins à moteur, 2, réduire le taux de pollution. Et ça permet aujourd'hui de pouvoir, voilà, c'est une des solutions palpables qui permet au fait de pouvoir réduire nos taux de pollution tant qu'on sait que nous avons des villes où des engins à moteur sont vraiment beaucoup utilisés et nous n'avons pas forcément du carburant qui respecte quand même toutes les normes. Donc voilà, en termes de pollution, on a des solutions comme ça qui sortent des Fab Labs et qui permet au fait de pouvoir répondre à des besoins. Merci, M. Guéla. Nous voyons donc que les solutions localement développées sont prometteuses par rapport à l'exemple que vous avez donné, parce qu'elles sont adaptées aux réalités endogènes. Monsieur Nyakadia, vous qui êtes porteur d'une valeur endogène du développement, dites-nous comment éviter la dépendance technologique tout en restant ouvert aux innovations globales. Est-ce qu'il faut fuir la modernité ou alors comment jongler avec la modernité
et les innovations locales. Il ne s'agit pas de fuir la modernité, il ne s'agit pas de retourner en arrière non plus, il s'agit de savoir qui on est, ce que l'on a, et à partir de là, savoir au sujet de quoi est-ce qu'il faut innover. Donc, il faut faire en sorte que l'éducation, qui cible nos défis et nos potentialités, soit définie comme étant au cœur des curricula, des centres de formation et des centres d'innovation. Et qu'on n'ait pas peur d'innover. J'ai parlé tout à l'heure des sandboxes. Donc, ceux qui ont des idées et qui, dans les Fab Labs, par exemple, ceux qui sont des Fab Labs n'est pas encore à l'échelle pour être disséminés. Il faut que du Fab Lab, on passe au sandbox pour que dans le bac à sable, vous n'avez pas peur de tomber. Parce que le sable est là pour amortir votre risque. Donc, l'écosystème permette qu'on non seulement sache quel est le défi, la nature du défi, la nature des ressources. La circularité, c'est quoi? C'est que rien ne se perd, tout se transforme. Et à partir de là, quel est le potentiel de transformation et pour quel résultat possible? Et pour faire cela, il faut être au courant de ce qui se fait de mieux ailleurs. Pas pour le copier, le coller, mais pour s'en inspirer. Je disais tantôt que l'insécurité foncière est la mère des insécurités urbaines. J'aime bien cette histoire à laquelle, moi j'ai connu ça à travers le Blow Lab quand ils m'ont invité à une de leurs sessions et où il y avait trois filles de l'Adji qui ont mis leur village sur la carte. L'Adji, c'est l'un des quartiers premiers de Cotonou, au sud du lac Nokoué. La ville est allée les rejoindre, mais ils n'étaient pas sur la carte de la ville. Et pour ces filles-là, pour le délégué du quartier et autres, ne pas être sur la carte, c'est comme ne pas exister. Et ces trois filles, après la formation qu'elles ont suivie, elles ont pu mettre leur quartier sur la carte. Ça a eu des implications sur l'économie locale. Quand vous cherchez un mécanicien du quartier, vous le trouvez. Donc, c'est autant de choses qui nous amènent à faire en sorte que d'abord, les formations africaines sont trop théoriques, qu'elles soient orientées résultats et impact, qu'elles soient fondées sur les défis et les potentialités et les opportunités. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Et toujours dans la même logique, dites-nous, quelle est la place de la culture et de l'identité locale dans la conception, enfin, quelle place ces valeurs-là devraient occuper dans la conception urbaine? Et puis, pour être plus précis, prenons l'exemple de l'urbanisme vernaculaire africain. Est-ce qu'il y a des modèles dont on peut s'inspirer de l'urbanisme vernaculaire africain? Bon, je n'utilise pas souvent le mot urbanisme vernaculaire parce que l'adjectif vernaculaire est connoté. Mais il faut faire en sorte que l'urbanisation soit contextuelle et que la durabilité, il faut la concevoir comme étant un défi sociétal et donc culturel. C'est quoi la durabilité finalement? C'est que vous sachiez ce que vous avez, qui vous êtes et là où vous voulez aller, quelles sont les transitions nécessaires et comment y parvenir avec tout le monde. Et si ce n'est pas culturel, c'est quoi donc? Et pour faire ça, par exemple, je crois que c'est notre ami qui a parlé de la construction. La construction durable aujourd'hui, elle doit être comptable en matière du bilan de gaz à effet de serre émis. Si on continue de faire des villes en Afrique avec de nouveaux quartiers tout en béton, ce n'est simplement pas, même scientifiquement, même durablement, même écologiquement et encore moins culturellement pertinent. Quand vous construisez en béton, bon, d'une manière générale, quand vous construisez une maison, 15% de l'émission de gaz à effet de serre se fait à la construction et 85% pendant les 50 ans. Enfin, si on calcule le tout sur 50 ans, 85% sur les 50 ans de vie. Mais quand vous faites en béton, non seulement vous émettez plus au départ, mais ceux qui doivent vivre là, s'ils doivent vivre en climatisant et ainsi de suite, donc ils émettent davantage. Or, on sait, il suffit de voir comment on construisait avant pour comprendre qu'aujourd'hui, on peut, en s'inspirant de cette façon de construire là, construire mieux, qui soit plus confortable et plus bioclimatique. Mais donnez-lui le nom que vous voulez, vernaculaire, bioclimatique et autres, mais c'est simplement l'intelligence qui demande de faire ça. Merci beaucoup, monsieur Yankaya. Monsieur Bokosa, vous qui
conseiller dans des universités. Est-ce que vous pensez que les programmes académiques actuels sont adaptés à ces réalités endogènes? Est-ce que vous pensez aussi que les solutions de demain pour la planification et la gestion de nos villes ne peuvent pas provenir d'autres acteurs tels que les artisans, les artistes et autres? Est-ce que tout cela ne peuvent pas contribuer, et est-ce que les programmes que nous enseignons aujourd'hui dans nos centres de formation sont vraiment adaptés, sont ancrés dans ces réalités endogènes? Oui, comme l'a dit M. Luc tout à l'heure, on ne pourra pas parler sans parler de territoire. Et déjà, si on l'applique donc à ces programmes, aujourd'hui, nous pouvons dire que ces programmes ne sont pas véritablement, enfin, déjà conçus tels quels et dispensés tout le temps. Au jour d'aujourd'hui, ne doivent forcément intégrer nos réalités au niveau des territoires. Et ça doit nous permettre, en fait, de retoucher un certain nombre d'éléments, d'aller vers plus de pragmatisme et de tenir compte de l'innovation frugale. Parce qu'en fait, c'est un nid qu'on oublie complètement. Il y a, comme le disait Gildas tout à l'heure, des pratiques ancestrales. Ces éléments, en fait, s'inscrivent où? Il y a, pour dire, des manières qui aussi simples, mais qui arrivent toujours à résoudre le même problème, mais qui existaient déjà au niveau d'un certain nombre de territoires qui peuvent être reconsidérés pour la planification dans l'éducation que nous avons aujourd'hui et de l'éducation pour la suite. Oui, et la question de l'enseignement de l'innovation sociale. Alors, nous revenons donc au concept de ESS aujourd'hui pour comprendre que, en fait, il est important de savoir que nous faisons aujourd'hui, nous vivons aujourd'hui, nous allons développer des concepts, nous allons exploiter, mais de manière responsable, pour que la génération de demain, justement, ait aussi une chance de pouvoir exploiter. Et si on tient compte ne serait-ce que de l'exemple du béton, on est d'accord que ce n'est pas donc nos programmes devraient inclure en fait un volet véritablement comme ça. Merci beaucoup, Monsieur Guéla. Vous qui êtes réellement dans l'innovation, dans différents domaines, hein, dites-nous si on peut vraiment concilier les valeurs traditionnelles et les besoins contemporains, sachant que, comme l'a dit M. Yankadia, les villes croissent vite, donc les besoins augmentent. Est-ce que les solutions traditionnelles peuvent permettre de répondre à la trafication des besoins de nos citoyens des villes? Oui. Et moi, je pense que les besoins, au fait, il faut que ça soit adapté, parce que malheureusement, on fait beaucoup de copier-coller. Ce qui existe ailleurs, on le prend, on le ramène. Et je pense qu'il faut que ça soit adapté. Et pour moi, tout ce qui est endogène a beaucoup de, comment je peux dire, ça a beaucoup de sens dans tout ce qui est développement de solutions. Je prends un exemple. Je sais que nous, au Burkina, pour commencer la construction de notre espace, on a fait ce qu'on appelle une opération de crowdfunding, donc qui est participative, où tu as un projet et tu peux le mettre en ligne et demander à des gens de contribuer financièrement pour que tu puisses avoir les ressources et afin de pouvoir mettre en œuvre au fait ce projet justement. Et quand on a fini l'opération de crowdfunding, j'ai pensé directement à une chose. Dans nos villes, avant, au Burkina, au fait, en langue nationale, on appelle ça Siswaga, mais ici, je ne sais pas comment est-ce qu'on l'appelle. Mais dans les champs, on avait, pendant la période de la récolte, les cultivateurs pouvaient inviter les gens du village à venir l'aider pour pouvoir récolter. Et quand ils finissent, la contrepartie, c'était de préparer pour que tout le monde puisse manger et tout ça. Et quand tu regardes tout ce qui a été mis de façon numérique, applicative, c'est exactement cette même approche-là. Donc, c'est pour dire que si on
de ce qui se fait actuellement, de ce que nous maîtrisons, c'est plus facile de le numériser et de développer une innovation appuyée sur ça pour faciliter l'utilisation au fait des citoyens. Alors, dans ces conditions, que pensez-vous de la citation suivante? Nos villes doivent parler notre langue, respirer notre culture et servir nos peuples. Que vous inspire cette citation? Je pense que c'est exactement ce qu'on est en train de dire, hein, parce qu'une fois que ce n'est pas adapté à nos réalités, c'est encore plus difficile de pouvoir faire en sorte que les gens puissent l'approprier. Et c'est plus facile quand c'est adapté à nos réalités, quand on s'inspire de nos réalités pour pouvoir développer une solution, on arrive au fait à pouvoir vulgariser cette solution plus facilement et faire en sorte que voilà, ça puisse être adapté. Et excusez-moi, je voulais juste prendre un exemple. Regardez aujourd'hui tout ce qui est mobile banking en Afrique. C'est aujourd'hui, je pense que même en termes de banque classique, ils n'arrivent pas au fait à faire passer le flux journalier de ce que le mobile banking aujourd'hui draine comme ressources financières. Mais tout simplement parce que les gens, ils ont cette facilité de pouvoir utiliser ça et faire des transactions. Et voilà, je pense que adapté à nos réalités, à notre environnement, facilement, on peut arriver au fait à développer ça rapidement. Alors, nous allons aborder la dernière ligne droite de cette table ronde. Et je voudrais, monsieur le ministre Nkadia, que vous nous dites ce que vous inspire la citation suivante. L'innovation n'est pas que technologique, elle est aussi culturelle et sociale. Et profitez de cette partie pour nous dire le rôle des collectivités locales dans l'innovation et la planification urbaine. Merci. Enfin, l'innovation, il y a aussi une citation qui dit que le besoin est la mère de la créativité. Et j'ai pu dire, mais si cela est vrai, pourquoi est-ce que les données semblent dire qu'on ne crée pas assez en Afrique alors qu'on a tant de besoins? C'est peut-être vrai et faux. Quand on regarde le regard que nous jetons sur les pratiques informelles qui sont très, très innovantes, et malheureusement, parce qu'on n'est pas outillé, que nous portons des filtres qui ne permettent pas d'identifier pourquoi, par exemple, vous allez dans un bidonville où ils sont 100 000 et ils font beaucoup avec peu. Comment on arrive à transposer ce beaucoup avec peu qui est une exigence du développement durable? Comment on arrive à le transposer dans la planification urbaine? Nos villes, par exemple, génèrent beaucoup de déchets. Comment nous faisons pour réduire le volume de déchets et prendre les déchets pour les mettre dans un cycle de circularité? C'est dans cette optique-là que les responsables territoriaux doivent planifier et gérer. Il faut pour ça que la décentralisation en Afrique soit effective. La décentralisation, son principe fondateur, c'est le principe de subsidiarité. Il faut faire au plus près des gens, de leurs économies, de leurs écosystèmes. Si vous décidez, par exemple, à Waïgouya, ce qu'on doit faire 200 km plus loin, vous ne pouvez pas être pertinent pour les gens. Donc, décentraliser, c'est faire en sorte qu'il y ait de l'inclusion, que les acteurs puissent exprimer leurs besoins, leurs défis et aussi exprimer leur potentiel. Quand j'amène des docteurs et autres sur le terrain pour évaluer une situation, la première consigne que je donne toujours est la suivante. S'il vous plaît, vous fermez votre bouche, vous ouvrez grand vos yeux et vos oreilles pour comprendre pourquoi les gens font ce qu'ils font tel qu'ils le font. Parce qu'ils ont beau être analphabètes au sens de ils ne parlent pas français ou anglais, mais ils ne sont pas bêtes. Et ce qu'ils font est une réponse à un écosystème. Donc, quand on n'a pas compris l'écosystème, on ne peut pas comprendre la réponse. Et si on veut changer la réponse, il faut d'abord comprendre l'écosystème. Donc, écoutez d'abord. Et écoutez, et ensuite, en écoutant, en posant des questions, discerner comment ils ont innové pour à tout le moins survivre ou faire de la subsistance. C'est à partir de là qu'on peut maintenant venir avec de l'innovation, d'abord en commençant par collecter les données.
les données qui permettent de faire la relation entre leurs réponses par rapport à leur écosystème. C'est en cela que la décentralisation est une nécessité en Afrique. Je parle d'une décentralisation performante. Ouais. Merci. Vous êtes un véritable défenseur de la décentralisation et votre passé l'a si bien illustré. Monsieur Guillard, je viens à vous pour que vous nous dites, selon vous, comment on peut inclure tous les... Quelle stratégie mettre en œuvre pour inclure tous les citoyens, les jeunes, entre griffes analphabètes dont a parlé monsieur le ministre, qui, quand même, dans nos villes, représentent une forte proportion de la population. Est-ce que ceux-là sont véritablement utiles à la coproduction des solutions innovantes pour nos villes? Oui, je pense que ils sont même les plus utiles pour la mise en place au fait de ces solutions, parce qu'il faut que ça soit endogène. Donc, pour qu'une solution puisse être adoptée et que ça puisse être durable et que ça réponde aux besoins, il faut inclure vraiment toute la couche sociale et faire en sorte que des personnes, parce que quand tu mets en place une solution, tu as des utilisateurs, il y a des gens qui vont les utiliser. Et c'est pour ça, au fait, dans nos espaces, on a ce qu'on appelle l'expérience utilisateur, donc qui fait en sorte que des personnes qui ne sont pas forcément, qui ne sont pas forcément dans le domaine ou dans le domaine d'application de la solution, doivent pouvoir utiliser et donner leur point de vue par rapport à la solution. Donc, il faut vraiment impliquer toute la couche sociale. Très bien. Ben, pour finir, je vais vous dire, si aujourd'hui vous avez la décision, vous avez le pouvoir de transformer les villes par les solutions, dites-moi quel levier prioritaire vous allez actionner pour transformer la ville africaine. Pour moi, le levier prioritaire, c'est l'éducation. Moi, je dis toujours, moi, je rêve de créer une école où on enseigne la pédagogie de l'erreur. Parce que je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, on a peur de faire des erreurs. On nous a mis dans un format classique où, quand tu fais une erreur, tu es puni. Donc, les gens n'osent pas inventer, ils n'osent pas aller au-delà de ce qu'on leur présente. Alors que si on a la capacité de pouvoir permettre aux gens de pouvoir rêver, de pouvoir innover, de pouvoir apprendre de leurs erreurs, de pouvoir construire à partir en tout cas, de pouvoir construire à partir de leurs compétences et de ne pas avoir de freins, on peut arriver au fait à pouvoir développer des solutions utiles pour nos villes. Et quand les gens ils sont vraiment orientés sur ça, le développement de la ville va se suivre. Merci beaucoup. Monsieur Bokorsa, j'allais vous poser la même question. Quel levier prioritaire vous comptez actionner pour transformer la ville africaine de demain? Alors, moi, à la suite donc de Gildas, moi je dirais que la ville africaine de demain ne doit pas abriter que des hommes, mais ça doit plutôt abriter la vie. Donc moi, je parle en fait de ce que la ville africaine de demain doit beaucoup plus tenir compte donc de l'innovation, mais de l'innovation locale, et tenir compte aussi de la citoyenneté. Et donc, agir sur ces leviers vont véritablement permettre aussi, avec l'éducation qui y va avec, extrêmement pratique, pour véritablement produire du résultat. Merci beaucoup. Je vais finir par poser la même question, mais autrement, M. Yankaya, avant de donner la parole au public. M. Yankaya, pour vous, quelle phrase résumerait votre vision personnelle de la ville africaine de demain? La ville africaine, on l'a vu, elle n'est pas construite par et pour ses citoyens, elle est construite sans tenir compte d'eux et elle est construite contre la nature, puisque, comme je l'ai dit en montrant les données, les espaces verts et la biodiversité sont les victimes de la construction de la ville. Alors, s'il y a une chose que je ferais, ce serait que tous les acteurs et les décideurs de la ville comprennent ce qu'on appelle co-concevoir, co-implémenter. Mais avant de co-concevoir, il faut co-identifier. Quand par exemple vous voulez dans un
dans une zone donnée où il y a des risques climatiques, vous voulez construire la résilience, vous ne venez pas avec votre lecture du risque. Vous venez en demandant aux gens, vous, comment est-ce que vous percevez le risque? Comment vous l'avez vécu jusqu'à ce jour? Et comment y avez-vous répondu? Et maintenant, si vous leur apportez l'information sur les projections de risque climatique à l'avenir, comment comptez-vous y répondre? Il faut d'abord récupérer tout cela. C'est l'analyse situationnelle doit être faite ensemble avec les gens. C'est ensuite seulement que, en leur apportant les informations qu'ils n'ont pas, on peut co-concevoir avec elles et ensuite ils se sentiront responsabilisés pour leur part de mise en œuvre de ce qui va être décidé. Donc, ça peut prendre un peu de temps au départ, mais c'est comme une locomotive. Quand on démarre comme ça, après, ça peut aller vite et loin. Merci beaucoup, chers collègues, membres de ce panel. À présent, nous allons donner la parole au public pour qu'ils donnent leur point de vue sur cette thématique qui est quand même très capitale. C'est la thématique relative à l'avenir des villes africaines, et donc les solutions possibles. Alors, maître de cérémonie, comment nous allons procéder? Nous allons ranger par ranger ou comment on va organiser? Bien, avec le temps imparti, je pense qu'il faut prendre juste 2 questions par rangée pour nous simplifier la tâche. 2 questions. Je vous en prie. D'accord. Donc, nous allons prendre 2 interventions par rangée. On pourra rouvrir le débat et puis le débat se poursuivra jusqu'à la fin de ce festival aussi. Merci. Oui, s'il vous plaît. On commence par quelle rangée? Est-ce qu'il y a des... je vous prierai les intervenants d'aller vraiment juste à l'essentiel pour qu'on puisse profiter du temps. D'accord. Je vous prie d'aller juste à l'essentiel. Nom, prénom, pour faire s'il le fallait, vous posez vos questions. Merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Delphin Tissou, un innovateur environnementaliste. Alors, ma question va s'adresser rapidement à Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, vous avez souligné les potentiels des villes informelles en Afrique. Mais force est de constater toujours que ces potentiels ne sont pas en réalité intégrés dans le système de développement des villes urbaines. Alors, ma question est celle-ci. Qu'est-ce qui, selon vous, bloque l'émergence d'un modèle africain de développement urbain qui prendrait en compte les spécialités et les réalités de nos villes et de nos communautés? Merci bien. Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous préférez? On va faire interaction en même temps? C'est bon, vous répondez en même temps? Ou bien on prend les questions et après questions. nous allons nous constater. La deuxième personne. Bonjour à tous, je m'appelle Rossou Kevin. J'aimerais poser une question au ministre Yankadja. Vous avez parlé de décentralisation. J'aimerais poser la question que comment intégrez-vous le gouvernement africain dans ce plan d'action que vous voulez mener? Non, reprécisez la question s'il vous plaît. Comment intégrez-vous les gouvernements africains dans ce plan d'action de décentralisation? Okay. Bien, c'est bien noté. Deuxième rangée. Je propose. Je suis assez. Vous avez nos officiers, vous avez des questions posées? Il n'y a pas de questions ici? Il y a quelqu'un derrière. Ah, il y en a 3. Bon, commençons par là-bas, vu que le micro est là-bas. Allez-y. Meka Africa, bonsoir. Bonsoir, on te répond. Je suis Elfried Bébi, chargé des affaires académiques du BE FASEG. Voilà, nous parlons de Fabriquons la ville africaine de demain.
une ville africaine, c'est plus d'usines, plus de connexions, plus de routes et tout cela. Mais ma question c'est, comment faire en sorte que, malgré le développement, on garde toujours le naturel pour ne pas dénaturer nos villes? Je prends l'exemple du Brésil. Le Brésil est très développé, mais on sent que la culture reste. Mais dans la plupart de nos villes, notamment au Bénin, on sent que nous sommes en train de virer carrément de la culture, du naturel, à une ville tellement moderne qui n'a plus aucun lien avec ce qu'on a connu au départ. Comment faire pour garder le naturel? Merci. Monsieur, s'il vous plaît, votre question s'adresse à qui, s'il vous plaît, directement, parce qu'ils sont 3. C'est à qui vous adressez la question? Non, on va se concerter et puis on pourra répondre. Très Il y a bien. pas de problème. On va prendre quelqu'un ici, allez-y. Bien, merci. Je me nomme Guy Evrat, je viens de la Côte d'Ivoire. Bien, tout à l'heure, dans vos différentes présentations, vous aviez tous souligné la question d'économie circulaire. Et alors, ma question est de savoir, cette économie circulaire dont vous aviez tous parlé, comment est-ce que cela peut être vraiment mis en avant sur les plans social, économique et financier? Merci pour ne vraiment pas toucher les différents impacts négatifs au niveau de ces différents plans que j'ai cités tout à l'heure. Donc, au plan social, au plan économique et au plan financier, comment mettre en avant cette économie circulaire? Merci. Et pour finir, nous sommes à ce niveau. Ah, il y en avait un doigt en main. Bon, on avait dit qu'on veut prendre juste 2 personnes ici. On va voir le nombre ici. S'il n'y en a pas, on va peut-être revenir vers lui. On va semer de la discrimination. Alors, vous avez des questions? Il y a quelqu'un derrière, s'il vous plaît. Merci. Bonjour, je suis Nonkoyon Raoul Lekide, membre du Blue Lab et de EDEMI Africa. Et merci aux panélistes pour les différentes présentations, mais je suis bien inquiet sur un aspect. Il y a eu de belles propositions, et on a vu une belle vision de ce que pourrait être la ville de demain, qu'il faut s'inspirer et l'adapter. Bon, par expérience, on a vu comment d'habitude nous, surtout le cas du Bénin, on arrive à adapter ce que nous voyons ailleurs, qui est souvent peut-être une insistance sur le côté pervers de la chose. Moi, je voudrais demander, nous, participants ici, n'ayant pas des pouvoirs ou bien des pouvoirs des gouvernants, quel est selon vous, précisément, monsieur le ministre, et quelle action pouvons-nous, en tant que civils ici, mener pour pouvoir intégrer cette vision d'une ville africaine durable que vous nous suggérez et aussi. Et pour finir, je vais finir par une petite question qui me dit, tout à l'heure, le professeur a fait remarquer que une ville, que ça parle une langue et que ça vit et autres. Moi, je voudrais juste demander à chacun de vous, quelle langue estimez-vous que la ville africaine de demain parlera? Quand je dis demain, ça peut pas forcément 2026, mais dans les perspectives dans lesquelles nous sommes. Et quelle est, selon vous, la langue que parlera les villes africaines de demain, notamment le cas de Cotonou, comme nous sommes au Bénin ici? Merci. Merci. Je vois que la plupart des questions se tournent toujours vers Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, vous aurez à répondre à des questions. La dernière question à cet rangée, est-ce qu'il y en a? S'il y en a, on va prendre le monsieur là, qui réclamait. Donnez-le le micro, s'il vous plaît. Je vous prie d'aller droit au but. Ok. Bonjour à tous. Je réponds au nom de Yawenou Chrysostome, élève ingénieur en 5e année de génie électrique. Donc, ma question se prononcera en 2 temps. C'est d'abord de savoir, nous sommes conscients qu'on a la capacité d'innover, mais que nous ne sommes pas dans l'écosystème qu'il faut. Comment créer cet écosystème? Ma deuxième question, c'est à l'endroit des Fab Labs, qu'on ne connaît pas, qu'il n'y a pas de communication
il n'y a pas de libre accès à ces Fab-là pour pouvoir en quelque sorte innover, prototyper. Merci, je vous remercie. Bon, voilà, vous avez suffisamment eu des questions. Mais avant que vous commenciez par répondre à ces questions, je voulais demander aux participants, aux étudiants notamment, vous qui avez pris des vidéos ici maintenant, si vous décidez véritablement de poster sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas d'utiliser hashtag Bénin pour nous permettre de marquer encore une visibilité. N'hésitez pas de taguer aussi Make Africa, ça peut également de relayer ça. Je vous en prie. Vous avez désormais... Vous pouvez commencer par répondre. En commençant par Monsieur le ministre, si vous... Oui, on ne va pas procéder comme ça. On va faire un mini tour de table pour que chacun puisse répondre aux questions le préoccupant et le concernant. Et nous allons commencer par Monsieur Boukosa, puis finir par Monsieur le ministre. Mais très rapidement, quoi. Oui, merci. Il y a 2-3 questions sur lesquelles je voudrais me prononcer très rapidement. Je commence par la question des Fab Labs qui m'a fait un peu sourire tout à l'heure. Je suis d'accord que sur le territoire, justement, il faut plus de communication. Et c'est justement pour ça qu'avec les universités, nous sommes, quand je prends le cas de Blow Lab, on fait le maximum d'efforts pour pouvoir être en communication et en accord partenarial avec les universités. Bon, là, c'est l'EPAC. Je pense qu'avec Blow Lab, on est en accord donc de partenariat, IFRI aussi, en tout cas avec les écoles techniques. Nous avons une seule verticale, c'est la technologie, c'est le numérique. Et donc, nous travaillons que dans ça. Elle est transversale et elle donc adresse tous les domaines. Et c'est pour ça, justement, nous reconnaissons qu'il pouvait avoir une communication plus améliorée, mais il y a un vrai travail qui se fait là-dessus. Entre-temps, donc, j'ai entendu aussi parler des Fab Labs qui ne sont pas très accessibles pour prototyper et autres. C'est l'essence même du Fab Lab. C'est venir apprendre, c'est que tu as le droit à l'erreur pendant que tu essayes, et c'est en répétant que devient donc le prototype parfait. Et je pense que le Fab Lab ne peut pas être fermé à ça. Je prends la question de Evra, je prends un pan de la question qui voudrait véritablement voir l'impact. Je pense que tout part dans un premier temps donc du besoin de réutiliser ce qui est déjà, et ce cycle nous permet de voir comment est-ce que nous faisons cette réutilisation et comment est-ce que cette réutilisation pourrait impacter, 1, socialement, comme tu l'as dit, et 2, économiquement. Alors, il y a un exemple que monsieur le ministre est très, très, très bien abordé à chaque fois qu'il a encore abordé aujourd'hui. Et j'aborde un point de ça, c'est les déchets numériques, qui constituent véritablement un gros casse-tête. On a fini, les ordinateurs sont mis au rébut dans des institutions et autres, mais nous passons collecter ces déchets. Nous redonnons une seconde vie à ces machines. Et nous en faisons maintenant des instruments, des outils d'éducation dans les zones rurales. Donc, on collecte, on redonne, on transforme, on donne une nouvelle vie, et justement, pour la formation dans les zones rurales, on en fait donc un outil de formation et d'entraînement d'éducation. Ça permet justement d'impacter aussi bien le territoire et de réduire justement ces déchets-là. Bon, je passe pour que la suite se fasse. Ok, monsieur Guillaume. Bon, c'est vrai que les questions, il y a eu tellement de questions, je ne suis pas sûr de pouvoir tout capter, mais je vais plutôt parler un peu de... Je pense qu'il y a une question sur l'économie circulaire, si j'ai bien compris. Aujourd'hui, il faut dire l'économie circulaire dans tous les axes, hein, c'est vraiment un levier pour le développement, d'autant plus que on réutilise un peu. En fait, c'est une chaîne qui est, en fait, c'est comme une boucle. Donc, tu crées, tu développes, tu transformes, tu réutilises encore pour créer, développer, transformer. Et quand tu prends dans tous les secteurs et même dans l'économie circulaire,
c'est un domaine aujourd'hui sur lequel on peut vraiment s'appuyer pour pouvoir amorcer un vrai développement. Donc, moi, je pense que dans nos propos, on a parlé un peu dans le domaine agricole, dans l'économie circulaire, donc pour montrer un peu un exemple de comment est-ce que ça peut être utilisé, le traitement d'eau, utiliser les mêmes eaux pour pouvoir reproduire. Donc, on a un exemple qui est comme l'aquaponie. Donc, pour moi, qui est le meilleur exemple parce que tu fais de la production de poissons et en même temps, tu fais de la production voilà, de laitue ou comme ce que tu veux. Les déchets des poissons sont utilisés comme voilà, nutriments pour tes plantes et l'oxygène que tes plantes dégagent est utilisé encore pour les poissons et tout. Donc, voilà, ça, c'est vraiment un exemple assez palpable. Et pour revenir aussi, je pense qu'il a déjà répondu aux Fab Labs. Les Fab Labs, aujourd'hui, il faut dire que certes, il n'y a pas forcément beaucoup de communication dessus, mais je pense que les gens aussi ne vont pas à l'information. Les gens, ils n'essayent pas vraiment d'aller aussi à l'information. Sinon, aujourd'hui, c'est des espaces qui sont développés un peu partout et qui arrivent au fait à donner une certaine compétence aux jeunes et leur donner cette capacité de pouvoir innover, fabriquer, apprendre et de construire. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Yankadia, votre tour de parole et vous allez profiter pour votre mot de fin aussi. Merci. J'ai vu que vous avez pris note des questions. Et je voudrais dépendre de vous pour n'en rater aucune. Si vous pouvez me rappeler celles auxquelles vous souhaitez que je réponde. D'abord, les potentiels des villes africaines ne sont pas intégrés aux politiques urbaines. Oui, c'est un drame en Afrique. Nous pensons la ville pour les gens. Nous ne la pensons pas avec les gens. Nous ne la pensons pas avec la nature. Alors, pour l'intégrer, il faut changer d'approche. Pour changer d'approche, il faut former ceux qui décident. Donc, encore une fois, même ceux qui sont en responsabilité, il faut les former. Il faut leur montrer les choses possibles. Il faut leur montrer comment est-ce que un investissement d'1 milliard, mais qui est fait en méconnaissance de ce que les gens veulent, parfois passe à côté. Je connais un exemple d'une ville du Bénin où il y avait un vieux marché et on a voulu construire un nouveau marché et on a décidé à Cotonou de construire le marché en face de l'ancien marché. Il se fait que du fait des croyances des populations, cet endroit-là ne devrait pas abriter un marché. Donc l'investissement a été fait et le marché n'a pas été utilisé. Si vous faites en méconnaissance de ce qui est l'épine dorsale des populations et des sociétés, vous ne pouvez pas avoir un effet multiplicateur de vos investissements. Donc, il faut former les décideurs et les former sur les choses possibles. Je vous ai dit aussi que quand moi j'étais à l'école il y a quelques décennies, il fallait au moins 1 an, voire 1 an et demi, pour faire une bonne couverture aérienne, la restituer et pouvoir l'interpréter. Pendant 1 an et demi, la ville a déjà changé. Aujourd'hui, vous pouvez faire ça en moins d'1 mois à peine et avec des outils qui vous permettent de faire de la coproduction de cette restitution de l'état des lieux. Donc, il faut former. D'accord. Oui, vous avez profité pour répondre à d'autres questions déjà. Et puis, oui, la ville, c'est beaucoup plus d'usines, donc l'impact négatif sur la nature. Comment le développement de nos villes peut-il garder le naturel, voilà. Oui, il faut cartographier le naturel, il faut cartographier le couvert végétal, cartographier les zones basses, cartographier en fait l'écosystème et son fonctionnement. Quand on a construit ça, on peut quand on a conçu cela, on peut maintenant concevoir une ville qui soit régénératrice. C'est-à-dire qu'elle ne vient pas pour détruire, mais elle vient pour être un plus au fonctionnement. Donc, elle vient bonifier le fonctionnement existant. Donc, l'analyse situationnelle doit être fine. Elle doit être fine, elle doit porter sur la restitution du fonctionnement de la nature. Il y a un livre blanc dont j'ai dirigé l'écriture, que vous pouvez voir, qui est disponible. D'ailleurs, on l'a écrit à la demande de Expertise France, qui est le développement territorial pour l'homme et pour la nature. Développement urbain et territorial pour l'homme et pour la nature. Vous trouverez cela certainement et ça pourrait répondre à votre question. Oui, la dernière question, c'est l'impact
de l'économie circulaire, hein, enfin, tout ce qu'il y a autour de l'économie circulaire. Oui, j'ai entendu quelqu'un dire, nous n'avons pas de responsabilité, nous citoyens, que pouvons-nous faire? Le développement durable, il est d'essence inclusive. Dès lors que dans une voiture, vous sucez quelque chose et vous ne le jetez pas dans la rue, vous êtes déjà un acteur. Dès lors que vous réduisez votre consommation d'énergie, vous êtes déjà un acteur. Dès lors que vous êtes volontaire pour participer au débat citoyen dans votre commune, dans votre quartier, vous êtes déjà un acteur. Dès lors que vous êtes quelqu'un qui réduit votre production de déchets, vous êtes déjà un acteur. Dès lors que vous vous informez, vous vous éduquez sur les possibles pour que votre action soit durable et de nature régénératrice, vous êtes un acteur. Il ne faut pas que qu'en tant que citoyen, vous vous disqualifiez. Le changement que vous désirez, que vous souhaitez, commence par vous. Et oui, que dire d'autre? Oui, votre mot de fin. Mais je suis heureux d'avoir participé à cette rencontre. Je suis heureux d'avoir échangé ce panel avec vous, chers amis panélistes. Je souhaite que l'interrogation majeure qui veut que l'Afrique produise ses villes, que nous résistions au copier-coller, que pour cela on est ici dans un centre de connaissances et de savoir, que nous revisitions nos curricula pour qu'elles permettent précisément d'aller faire du mining, d'aller chercher dans nos connaissances endogènes, il a souvent utilisé le mot, je préfère endogène à vernaculaire, d'aller chercher nos connaissances. Nous avons appris à ne pas les connaître, mais il faut apprendre à les connaître et à les reconnaître et à les mettre en chantier. Merci. Oui, merci. Et puis, je répondrai à une question, une ou deux préoccupations avant de conclure. Quelle langue parlera la ville béninoise de demain? Ah oui, j'ai oublié ça. Si vous permettez, j'ai oublié ça. Merci de rappeler ça. Ici, le mot langue, ce n'est pas qu'on choisisse le fon ou le moré ou le swahili. La langue est un mécanisme d'accès à la connaissance, de partage de connaissances, d'interprétation de la connaissance. Et ici, ce n'est pas une langue donnée, c'est le système de connaissances et de partage de connaissances qui est ici le sens du mot langue. Merci. Oui, en fait, quelqu'un a demandé comment construire l'écosystème d'innovation. Moi, je vais répondre à cette préoccupation pour dire, en réalité, nous sous-estimons nos propres capacités. Aujourd'hui, si nous prenons l'exemple du mobile money ou même de nos GSM, tout le monde a des codes sur son téléphone, tout le monde a un mot de passe de plusieurs chiffres, même ceux qui n'ont pas été à l'école. Ça voudra dire que l'innovation, quand on la conçoit adaptée aux réalités endogènes, forcément, elle produit de solutions. Le dernier entre griffes analphabète, parce que ne parlant pas le langage de l'école, ne se trompe pas de mot de passe quand il doit, utiliser son mobile money. Donc, toute solution qui est basée sur les réalités endogènes, qui met l'homme, comme l'a dit Monsieur le ministre, au cœur des préoccupations, est forcément la solution qu'il faut. Alors, l'accessibilité des Fab Labs, moi, je remercie beaucoup les différents Fab Labs qui sont ici, et essentiellement Blow Lab, avec qui nous travaillons depuis bientôt 5 ans, qui a inspiré même que dans mon école, qu'on ait instauré à tous les cycles des expérimentations que nous faisons aujourd'hui. Donc, ce travail va se faire. Et puis, c'est des gens qui n'ont pas grand moyens non plus. Hein. C'est avec les moyens de bord que nous atteignons cela. Mais on a déjà réalisé beaucoup de choses et je les exhorte à beaucoup plus multiplier ces genres de rencontres pour que les jeunes puissent mettre la main à la pâte. Et pour terminer, je dirais que la ville africaine de demain, au regard de tout ce qu'on a dit, sera celle que nous aurons le courage d'inventer. Hein? C'est ce courage qu'il nous faut pour inventer la ville, qui soit à la fois enracinée dans nos cultures, mais aussi ouverte aux innovations du monde. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup, le modérateur de ce thème qui nous réunit aujourd'hui.
Merci pour ces efforts. Merci également aux panélistes, Monsieur le ministre. Merci pour ce exercice et pour ce partage. Nous vous demandons de vous prier, s'il vous plaît.